Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief des deux contre la montre femme, contre la montre homme sur ces championnats du monde. On va revenir sur les grands résultats. Alors par rapport aux vidéos habituelles, il n'y aura pas les mini maillots, on fera pas top et flop, on va vraiment débriefer chacune des deux courses. Et faire les tops et flops voilà, de manière un petit peu rapide. On va essayer de... c'est un peu différent d'habitude, mais on est sur un chrono de championnat du monde aussi, donc c'est une course particulière, pas les mini-maillots, bien entendu, et puis on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur ces deux courses du côté de Wollongong. C'est en Nouvelle-Galles du Sud, c'est en Australie, et c'était ce matin aux aurores. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas également à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. N'hésitez pas également à aller voir TikTok, même si j'ai pas posté de trucs depuis longtemps, parce que j'ai fait pas mal de vidéos hier notamment, donc j'ai pas pu regarder la MotoGP en direct. Je regarderai demain la MotoGP ou mardi, donc forcément ça fait voilà, ça fait un petit décalage au niveau de TikTok. Les championnats du monde, donc on commence avec le contre-la-montre. Ellen Van Dijk, impressionnante chez les filles. Vraiment, il y avait, même si Grace Brown a fait un très grand chrono et en partant dans les premières, parce que Grace Brown vraiment est partie dans la première vague de concurrentes, parce que comme on était sur une course en circuit, pour éviter qu'il y ait trop de monde sur le circuit au même moment, on a fait des départs par vague. Et donc Grace Brown, qui était dans la vague numéro 1, donc avec Marie Lenette notamment, elle a fait un sacré chrono à seulement 12 secondes, mais Van Dijk était vraiment très forte et aujourd'hui c'est la meilleure dans ce domaine-là chez les filles. Même la petite bosse ne l'a pas gênée, et pourtant c'est pas la meilleure grimpeuse du peloton, mais vraiment ça ne l'a pas gênée. Et de l'autre côté, c'était compliqué pour aller chercher la néerlandaise, même si Grace Brown a fait un très gros contre-la-montre, l'australienne, vraiment impressionnante sur la première partie de course. Elle avait vraiment un rythme phénoménal, très bien positionnée sur son vélo. Et à domicile, elle a voulu vraiment montrer à tout le monde que voilà, elle pouvait être performant sur ce type d'effort, mais vraiment sacré Grace Brown aussi. Du côté des bonnes de la déception peut-être. Certes, Marlene Reusser est troisième, mais l'écart est quand même important avec Ellen Van Dijk, 40 secondes, 41 secondes, c'est beaucoup. Avec Ellen Van Dijk, on a senti qu'elle est peut-être presque partie trop vite. Marlene Reusser, elle a eu quand même beaucoup de mal, je trouve, à finir son contre-la-montre. La Suissesse, vraiment sur les 5-6 derniers kilomètres, ça bougeait un petit peu dans tous les sens, c'était pas très efficace le coup de pédale de Marlene Reusser. Par exemple, une Victoria Guazzini, je pense, a été qui finit quatrième, a été plus régulière pendant toute sa course que Reusser. Vraiment, Marlene Reusser sur la fin, c'était un petit peu plus compliqué. Voilà, c'était vraiment pas facile, je trouve, sur la dernière partie de course, où vraiment l'écart était, je trouve, plus important. Mais oui, sinon, Grace Brown était vraiment très forte, et Van Dijk elle est en tête sur les deux intermédiaires, donc ça aussi, ça fait, il n'y a pas de surprise sur les deux intermédiaires. Vraiment, Van Dijk impressionnante. Et donc Marlene Reusser qui vraiment est partie fort. Voilà, elle était à moins de 10 secondes de Van Dijk, mais ensuite elle a vraiment souffert sur la fin par rapport à Marlene, par rapport à Grace Brown, qui elle a été vraiment très performante, et à l'aveugle aussi, Grace Brown, parce qu'elle est partie plus tôt que les autres. Donc c'était pas évident. Victoria Guazzini, quatrième de ce chrono. Elle a perdu du temps régulièrement sur Van Dijk. Guazzini. Malgré tout, Guazzini, particularité cette année, c'est que la course U23 se déroule en même temps que la course élite, et donc Victoria Guazzini remporte le titre
chez les espoirs devant Sherin Van Androoy avec 1 minute 48 d'avance. Boyern Find, l'allemande, finit à 2,17 et Marie Lenette, la française, finit 4e. Marie Lenette qui partait 2e au départ, qui voilà, prend la 4e place de ce chrono. Chez les U23 et 20e place à l'arrivée pour Marie Lenette, juste derrière Olga Zabelinskaya, la concurrente de l'Ouzbékistan. On retrouve ensuite les deux américaines, Léa Thomas, Kirsten Faulkner, quand je dis toujours qu'il faut toujours se méfier des américaines, donc voilà, pas une grande surprise. On avait ensuite Van Vleuten, Georgia Baker, la deuxième australienne, Lotte Kopecky. Très gros braquet pour Lotte Kopecky, je pense qu'elle a pris un peu gros, ce qui fait qu'elle a eu du mal à emmener, parce que c'est quand même un parcours où il y a pas mal de relances, il y a pas mal de virages à 90, donc vous ne pouvez pas les prendre à 50 à l'heure. Et voilà, je trouve qu'elle a emmené peut-être un peu gros Lotte Kopecky, mais elle l'a quand même fait en étant très concentrée et consciencieuse, 1 minute 50. Kiesenhofer, 10e, je pense qu'elle est surtout venue pour prendre des repères pour la course sur route. Kiesenhofer, je rappelle, championne olympique de la course sur route, l'Autrichienne qui avait fait un énorme numéro du côté de Tokyo, pour ceux qui s'en souviennent, elle était partie dans l'échappée matinale et puis elle avait résisté jusqu'au bout au peloton. Et puis 11e, Juliette Labousse, la française, 2,04. Il lui en a manqué un petit peu à Juliette Labousse. Je peux pas vous en dire plus sur la course de Juliette Labousse parce que y a pas d'image de la course de Juliette Labousse. Pourtant, Jean-Maurice Sog faisait la réalisation. On n'a vraiment vu aucune image de Juliette Labousse. Il faut savoir qu'également du côté de la réalisation, il y avait pas mal de problèmes d'images qui sautaient. Donc c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas vu la française, ou peut-être qu'il n'y avait pas assez de caméras moto et que il a fallu faire des choix et on a considéré que Juliette Labousse aurait du mal à faire mieux qu'un top 10, donc on ne l'a pas mis en image. Mieke Kroger fait 12e l'allemande, voilà, 2 minutes 28. Elle aussi un gros braquet et sur la fin ça tournait un peu plus les jambes. Sur la dernière partie de course, mais c'est vrai qu'au départ elle avait un braquet démentiel, ça tournait pas les jambes. Et puis Van Vleuten, peut-être un petit manque de puissance pour Van Vleuten qui finit 7e de ce chrono. Voilà, petite déception pour Van Vleuten, mais après vu la saison qu'elle a réalisée, la néerlandaise, tu peux être un peu moins bon sur le contre-la-montre. C'est pas non plus une catastrophe pour Van Vleuten. Peut-être partie aussi très prudemment à Van Vleuten, parce qu'elle était 10e après le premier intermédiaire pour finir 7e. Donc elle est peut-être partie un peu trop prudemment. Et sur le final, elle a fini très très fort sur la fin. Donc voilà, très belle performance. Mauvaise surprise également, c'est Julie Van de Velde, mais je crois qu'il y a eu un problème sur son parcours parce qu'elle finit très loin à 3 minutes 40. Ashley Moolman qui finit à 3 minutes, elle était pas vraiment dans le coup, mais c'est pas vraiment une surprise. Et Manos Gard, par exemple, la petite déception, voilà, finit à 2,48. On aurait pu s'attendre un petit peu mieux de la part de la danoise, mais ça va être un petit peu compliqué pour Emma Norsgaard. Et donc du côté de Van Vleuten, quand tu remportes le Tour de France Femmes, le Challenge by la Vuelta et le Giro, voilà, donc tu remportes les 3 grands tours, tu peux être un peu moins performant sur le contre-la-montre des championnats du monde, mais il faudra faire attention à elle, je pense, sur la course sur route, et puis sur le contre-la-montre mixte, parce qu'elle sera présente sur le contre-la-montre mixte, peut-être avec Van Dijk aussi, sur cette épreuve là. On fera une petite vidéo de présentation de ce contre-la-montre mixte, je pense. On passe à la course des garçons. Course des garçons où là ce n'était que les concurrents de la catégorie élite, vu que la catégorie espoir courra cette nuit, demain matin. Du côté du vainqueur surprise, quand même. Alors c'est pas un coureur qui vient de nulle part, Tobias Foss, mais c'est quand même la grosse surprise de cette course. Tobias Foss, vainqueur de ce chrono, champion du monde du contre-la-montre. Surtout que autant l'année dernière on aurait pu dire c'est moyennement une surprise, autant cette année il n'a pas été si incroyable que ça sur les contre-la-montre Tobias Foss. Par exemple à Tavira sur le Tour de l'Algarve il est 4e.
sur les deux contre-la-montre du Tour d'Italie. Il est 6 et 8. Et puis, pour moi, Tobias Foss, c'était plus un spécialiste de chronos plus courts, c'est-à-dire plus performant sur des chronos un peu moins longs. Mais il a réussi à être très performant. Il avait fini 23e aux Jeux Olympiques sur le contre-la-montre. Or, pourtant, cette année-là, il fait 3e à Turin, hein, sur un magnifique contre-la-montre du côté de Turin. Mais pour moi, il était plutôt spécialiste des contre-la-montre plus courts parce que je me souviens de ce Tour d'Italie où sur le contre-la-montre à Milan, il avait vraiment eu du mal. On l'avait vu en dehors du top 10. Et pour moi, c'était plutôt un spécialiste de contre-la-montre, un peu comme Bissegger, entre 15-20 km et au-delà de 20 km, ça commence à être un peu plus compliqué. Mais il a fait un super chrono. Moi, je l'ai vu parce qu'il n'était pas disponible sur France Télé, donc je me le suis tapé sur Eurosport en anglais. Le chrono de Tobias Foss. Vraiment, il y a un bon coup de pédale, il prend les bonnes trajectoires sur les quelques images qu'on voit. Il fait un bon job, hein, Tobias Foss, hein, sur ce chrono. Donc vraiment, un peu surprise du chef, surtout surprise du chef. Parce que son année 2022, elle n'était pas si incroyable que ça, mais il était très frais. 38 jours de course, il a pu préparer cet exercice énormément. Parce que seulement 38 jours de course, hein, du côté de Tobias Foss. Il a très peu couru depuis le mois de mai. Il a quasiment arrêté pendant un mois et demi avant de reprendre sur sur les championnats nationaux de Norvège. Et ensuite, encore quasiment 2 mois de pause avant d'aller sur le Tour d'Allemagne. Ensuite, les classiques de Québec où il fait 113e et 40e. Et donc là, il a fait vraiment une magnifique course. Vraiment, son chrono est très bien réalisé de la part de Tobias Foss. Et surtout, il n'a pas calé sur le final, ce qui, je pense, a été un petit peu le problème de Stefan Kung, qui a un peu souffert, hein, sur la fin de course. Stefan Kung, parce que l'écart monte jusqu'à 12 secondes entre Kung et Foss. Et puis sur la fin, Kung s'écrase un peu. Je pense que du côté de Stefan Kung, il est peut-être parti vite. Je ne sais pas si le problème c'est qu'il soit parti vite, Stefan Kung, ou si le problème c'était pas plutôt le vent de côté qui a peut-être été très gênant pour Stefan Kung, parce que 1m93 contre 1m84 pour notre ami Tobias Foss, ça joue. Il perd pour 2 secondes et demie, hein, Kung, donc ça joue à pas grand chose. Et j'ai l'impression que sur la fin, le vent de côté, quand il y a de la fatigue, a peut-être joué. Et on savait que le long de la mer, le vent était peut-être fort, et ça a peut-être avantagé Tobias Foss par rapport à Stefan Kung. Mais Stefan Kung, c'est fou parce qu'il est toujours régulier, mais il n'arrive pas à gagner sur les chronos. Il est tout le temps là, hein, c'est quand même un coureur qui est très présent, mais il gagne pas, Stefan Kung, sur les chronos. Et c'est vrai que là, on pensait que ça allait peut-être être le titre de champion du monde. C'était bien parti quand tu as 12 secondes d'avance, et puis non, patatras, ça s'écroule sur la fin, et Foss finit très fort. Dommage pour lui, parce que c'est un très bon coureur, il est très performant, mais là, à chaque fois, il fait 2, il fait 3. Il tourne autour, c'est fou, il tourne autour depuis des années, Stefan Kung, mais à part les titres de champion d'Europe, le reste, il a un peu plus de mal. C'est dommage pour Stefan Kung. On poursuit avec... Merde, j'ai fermé les intermédiaires. Je poursuis avec Remco Evenepoel. 9 secondes pour Remco Evenepoel face à des... Je rappelle qu'il tombe face à des purs spécialistes. Alors certes, Remco est très très fort sur le chrono, mais il est aussi bon en montagne, il est bon dans de nombreux domaines. Il y a eu en plus peut-être de la fatigue mentale après sa victoire sur le Tour d'Espagne. Forcément, il y a eu quelques sollicitations des médias dimanche soir. Donc il est peut-être parti que lundi, donc il est arrivé que mardi. Le temps d'adaptation des 8 heures de décalage horaire, ça n'a peut-être pas été facile. Il a été attaqué par une pie en plus sur le parcours, parce que il y a des pies sur ce parcours des championnats du monde, et les pies peuvent vous attaquer. Alors je pense que ça posera aucun problème sur la course sur route, parce que en peloton, je pense que ça sera pas un problème. Par contre là, sur les chronos et sur les entraînements, ça peut être assez surprenant de se faire attaquer par une pie. Mais donc Remco Evenepoel finit à 9 secondes. Troisième pour le coureur belge. Voilà, il
il n'a pas manqué grand-chose pour Remco et Evenepoel, mais il part peut-être un peu prudemment sur le deuxième intermédiaire. En fait, il perd beaucoup de temps entre le premier et le deuxième intermédiaire. Il perd beaucoup plus de temps que Foss, par exemple, à ce moment-là. Donc, ça a peut-être joué. Et puis après, dans le final, il termine bien. Remco et Evenepoel, il échoue pour pas grand-chose. Il finit mieux que Kung, par exemple, parce qu'il y a... il finit plus fort que Kung, mais il lui en manque un petit peu à ce moment-là pour aller chercher la gagne. Remco, mais bon, troisième place, c'est une année qui est réussie pour Remco et Evenepoel, et puis peut-être que dans les années à venir, quand les championnats du monde auront lieu en Europe, il arrivera à remporter des titres. En sachant que c'est vrai que quand on a la dernière fois qu'on a eu une surprise comme ça avec Tobias Foss, c'était peut-être Kirienka, mais c'est encore une plus grosse surprise parce que Kirienka avait fait une grande année 2015. Alors que Foss, il a fait une meilleure année 2021 que l'année 2022. Donc c'est là que c'est encore plus surprenant, mais comme quoi la Jumbo a enfin son titre de champion du monde du chrono, parce qu'avec Rohan Dennis, avec Wout van Aert, il tournait autour également. Voire même avec Primož Roglič. Ethan Eters, 4e, dommage ce problème de chaîne, parce que je pense que sinon il pouvait se battre pour le podium. Il peut pas se battre pour le podium à cause de ce problème de chaîne. Je rappelle, le cyclisme est un sport mécanique. Et comme tout sport mécanique, les soucis peuvent arriver. Derrière, donc Ethan Eters 40 secondes, Bissegger 47 secondes. C'est trop long pour Bissegger. Enfin, il est meilleur sur les parcours un peu plus courts, Bissegger. C'est vrai qu'au-delà de 25 km, c'est moins sa tasse de thé à Bissegger. Bon, les Suisses, quand même, ils arrivent à faire 1, 2 et 5. Sur ce chrono, c'est quand même pas mal. Pogacar, 6e. Pas une surprise tant que ça, Pogacar. Moi, je le voyais difficilement sur le podium parce que c'est pas un pur spécialiste du contre-la-montre. C'est un coureur de montagne. Alors, il est bon sur le chrono, mais le parcours était quand même très plat, technique. Ça convenait plus à un spécialiste pour moi qu'à un mec qui fait d'autres choses à côté. Voilà. Et puis Ghana, 7e. C'est pas l'année de Ghana, championnat d'Europe Issoire, championnat du monde Issoire. En plus, il prépare également le record de l'heure, Ghana. Donc il est peut-être concentré sur d'autres objectifs, mais c'est vrai qu'au championnat d'Europe, il fait que 3e. C'était un peu décevant. Alors il a remporté le prologue du Tour d'Allemagne, certes, mais sans faire non plus un écart monumental sur ce chrono. 4e et 5e des 2 chronos du Tour de France. C'est vrai que c'est pas la folie, quoi. Le dernier chrono qu'il a remporté, c'est hors prologue, on va dire, chrono de ce niveau-là. C'était le chrono du Dauphiné, mais il n'y avait pas vraiment une réelle grosse opposition. Il a été battu par Bissegger sur l'UAE Tour. Enfin voilà, moins dominateur cette année Ghana, et c'est presque... Alors 7e, c'est quand même très loin par rapport au niveau de Ghana, mais il prépare également le record de l'heure. Le record de l'heure, ça se fait pas comme ça. C'est un exercice qui est atypique, qui est particulier. Peut-être que ça a joué également dans son chrono à Filippo Ganna, mais il a jamais vraiment été en mesure d'aller chercher la victoire. Il finit pas très bien, Ganna. C'est-à-dire qu'il est 5e au 2e intermédiaire, et il finit 7e. Il se fait dépasser certes par Ethan Eters qui a eu un problème technique, mais il se fait surtout dépasser par Pogacar. Il a 4 secondes d'avance sur Pogacar à ce moment-là, et il finit avec 8 secondes de retard sur Pogacar. Donc on voit qu'il a vraiment pas bien fini sur la fin de course, Filippo Ganna. Alors qu'un coureur comme Bissegger, par exemple, a fini très fort. Je pense que Bissegger, il avait peur de craquer, et c'est pour ça qu'il est parti lentement, Bissegger, et qu'il a fini fort. En plus, il est parti à l'aveugle, aussi Bissegger, il est parti dans les premières vagues. On retrouve ensuite donc Nelson Oliveira, le portugais, Yves Lampaert, qui fait 9. Les 2 Français qui font 10 et 11, c'est plutôt une performance tout à fait correcte de la part d'Armirail et Cavagna. Pour moi, c'est même plutôt une belle performance par rapport à l'écart, par rapport à un Stefan Kung ou par rapport à Remco Evenepoel.
Voilà, ils finissent Bruno Armirail, il finit à 1 minute de Remco et une 0,5 pour Cavagna, une 0,6 pour Cavagna, donc c'est plutôt très bien de la part des deux Français. Il devance quand même Luc Plapp, Affini, Berg, Sobrero, donc c'est très bien. Sheffield, il est tombé. Le vent latéral, ça n'a pas aidé. Et puis la petite déception, c'est les Néerlandais, hein, quand même, Dan Houle et Mollema. Mollema, c'est fou, hein, parce qu'il a fait quand même quelques bons chronos cette année, je pense notamment sur le Tour de France. Mais là, il a eu plus de mal. Une deuxième partie de saison un peu plus compliquée sur les chronos pour Mollema. Mais ouais, je pense qu'il était capable de faire mieux, Bokeh Mollema. Bon, hier, Lascano, 29e, les Espagnols, de toute manière, ça n'a jamais été très fort sur le chrono, mais c'est quand même vraiment un domaine sur lequel ils doivent travailler, et puis sinon pas de grandes surprises, à part le non-départ de Luc Durbridge à domicile, ce qui est un petit peu surprenant, et le non-départ également de Joao Almeida, qui aurait peut-être pu se mêler, on va dire, au top 10, voilà, dans les temps de Nelson Oliveira la minute. Je pense que pour le podium, ça aurait été compliqué pour lui. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour de ces deux contre-la-montre du côté de Wollongong. Demain, la course espoir masculine. On fera le débrief dans la soirée. Et puis ensuite, on fera le débrief également de l'épreuve junior mardi. Il y aura également demain, alors la moto, je ne sais pas, mais il y aura le débrief du Tour du Luxembourg. J'ai regardé la dernière étape aujourd'hui, mais là, j'ai un peu de fatigue pour faire le débrief, donc je le ferai demain. Et puis le débrief voilà, de la moto également qui arrivera, je pense, soit à lundi, mais je pense plutôt mardi, pour le débrief de la moto. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Meilleur Production. Ciao, ciao!